L'entraide protestante suisse EPER et le DM Échange Émission mettent en avant deux pays d'Afrique de l'Ouest dans le cadre de leur campagne d'automne. Deux projets de santé sont notamment soutenus au Togo. Salut à vous et bienvenue à Téléglise. En attendant nos nouveaux studios, nous sommes en déplacement à Lausanne, au DM Échange Émission. Pour parler de la campagne Ensemble pour grandir, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités durant l'émission. Mais avant cela, je vous invite à découvrir quelques images d'un projet soutenu au Togo. Il s'agit de l'hôpital Bethesda à Agou. Ici, les collaborateurs s'investissent personnellement pour assurer les meilleurs soins possibles à des patients qui manquent parfois de ressources. J'ai fait un stage ici. Le travail m'a plu. La manière dont on travaille ici, la manière dont les médecins, les infirmiers, le directeur, même la manière dont on prend soin des malades. Il y a souvent des cas difficiles, par exemple des incidents, on reçoit des accidentés et on court d'ici, là. Tu dois surveiller la tension, le pouls, leur état, tu vérifies tout. La tension était à 16-10. Je suis généraliste de formation, je suis le médecin-chef de l'hôpital. Et nous assumons tout ce qui est chirurgical dans la boîte. J'ai fait toutes mes études à Lomé et depuis 1989, j'ai travaillé à l'hôpital Bethesda. J'avais collaboré avec des chirurgiens allemands, surtout qui se remplaçaient, qui étaient là. Et ça m'a fait apprendre beaucoup de choses. Je viens d'avoir vos résultats. En plus de traitement, vous savez qu'il y a un régime que vous devez absolument suivre. Vous avez beau avaler des tonnes de médicaments, ça ne va pas donner grand-chose. Donc c'est le régime d'abord, comme je vous l'ai dit, et seulement après ces médicaments. Nous sommes l'hôpital de référence chirurgicale du district. D'abord, c'est la chirurgie d'urgence. Les gens qui viennent ici, c'est les urgences gynécologiques, les urgences abdominales, les urgences traumatologiques. Et puis il y a des cas que nous opérons, l'urologie par exemple, les cas de prostate, les tumeurs gastriques, les hernies. Je vais saluer les médecins. Bonjour, docteur Adossi, bonjour, docteur Akwaki, docteur Dosouvi. Alors on va entrer là en chirurgie. À l'hôpital Bethesda, l'engagement social fait partie du fonctionnement et des valeurs chrétiennes de l'établissement. Pour Anani Kwadjovi, directeur de l'hôpital, cette vocation est au centre de ses préoccupations. Anani Kwadjovi, vous êtes le directeur de cet hôpital Bethesda au Togo. Vous êtes de passage en Suisse. Est-ce que votre hôpital est représentatif des hôpitaux africains? Bien sûr, dans une moindre mesure, dans la mesure où l'hôpital Bethesda d'Agou-Nyogbo n'a pas un plateau technique aussi qualifié que certains hôpitaux dans le pays. Il faut rappeler que nous sommes en zone rurale et que cet hôpital avait été d'abord créé pour venir en aide aux populations pauvres de cette contrée-là. Et le travail qui se fait jusqu'à ce jour va dans ce sens, dans le sens d'une présence de l'Église auprès de cette population en termes d'action sociale et humanitaire. Dans les autres hôpitaux, par contre, où il y a un plateau technique beaucoup plus performant, on les trouve plutôt dans les grandes villes, où il y a eu beaucoup plus de présence des gens, disons, qui ont un mode de vie différent et qui ont les moyens tout de même de payer. Et je peux dire que si nous devons juger en termes d'égalité, nous sommes légèrement en dessous, mais en même temps, avec le plateau technique que nous avons, nous offrons des prestations de soins qui sont de loin de qualité par rapport aux autres hôpitaux. Alors, prestations de soins, quels sont les grands problèmes de santé que vous rencontrez? On entend souvent parler du sida. Est-ce que c'est là le grand défi de santé de l'Afrique? Ça fait partie des défis de l'Afrique, mais ce que les gens oublient souvent, c'est que le paludisme tue beaucoup plus en Afrique que le sida. L'une des premières causes de consultation en Afrique, et surtout dans l'hôpital que j'ai l'honneur de diriger, c'est le paludisme. Le sida, notre hôpital n'est
pas, disons, équipés pour recevoir les malades de sida et en prendre soin. Par contre, si pendant le traitement d'une maladie, les médecins se rendent compte qu'il faut procéder à un test et qu'ils découvrent que la personne est infectée, alors il y a des centres de prise en charge, pas très loin de l'hôpital, où nous les envoyons pour être pris en charge. Et ce qui surprend, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'accidentés des routes. Oui, nous ne sommes pas très loin d'une route nationale et les accidents de la voie publique arrivent bien souvent, malheureusement, à cause de l'état défectueux de nos routes et un peu aussi à cause de l'état des véhicules et des engins qui circulent. Il y a souvent des accidents et nous recevons dans cet hôpital, qui est un hôpital de référence chirurgicale dans le district, nous recevons donc des cas de traumatisme liés donc aux accidents de la voie publique. Vous l'avez dit, vous vous adressez beaucoup à des populations rurales pauvres. Comment font les pauvres pour payer les prestations qui sont les vôtres? C'est justement là où nous avons quelques difficultés. Il arrive bien souvent, d'abord, je rappelle que nous n'avons pas dans cette contrée-là d'assurance. Et en général, dans les pays africains, en particulier au Togo, il n'y a pas d'assurance en tant que telle pour les gens, sauf pour les nantis et les quelques rares personnes qui peuvent se l'octroyer. Mais dans les milieux ruraux où nous exerçons notre profession, il faut oublier de parler d'assurance. Donc quand les gens viennent, c'est avec leurs maigres ressources qu'ils arrivent parfois, et souvent ils viennent en situation d'urgence sans les moyens financiers pour payer les traitements. Alors il faut faire vite parfois quand la vie des personnes est en péril. Il faut tout de suite procéder au traitement, ordonner après, disons, demander aux gens plutôt d'aller chercher au sein de la famille plus ou moins large, autour de l'argent pour venir payer les soins qui sont administrés à leurs parents ou aux patients. Donc une grande solidarité qui s'organise autour des patients, aussi pour leur entretien quotidien dans l'hôpital. Bien sûr, mais ça porte préjudice tout de même à l'action que nous menons. L'Église a voulu être présente dans ce milieu pour faire un travail humanitaire et social, mais elle n'a pas les moyens en tant que telle pour aller jusqu'au bout de sa mission. Ce qui fait que quand nous avançons les produits et autres pour prendre en charge les gens, pour les sauver d'abord, nous espérons bien qu'ils viennent nous rembourser. Parfois les gens viennent nous rembourser, parfois pas. Parfois partiellement, et ça nous joue de mauvais tours au niveau de notre trésorerie. Ça, c'est un peu difficile en termes de gestion pour maintenir le cap sur les objectifs de cet hôpital. Vos soins s'inscrivent dans ce qu'on peut appeler une médecine moderne à l'occidentale, mais dans les milieux ruraux dans lesquels vous êtes, il y a aussi toute une médecine traditionnelle. Comment ces deux mondes cohabitent ? Alors, je dirais que on ne peut pas parler de cohabitation parce que souvent, il y a deux choses. Les patients vont d'abord chez ces herboristes. Parfois, quand ils n'obtiennent pas guérison, ils viennent nous retrouver. Et alors là, nous faisons le diagnostic. Parfois, il est un peu tard quand ils arrivent. On procède au diagnostic, et on ne les précise pas des analyses et autres, comme dans tout hôpital moderne, avant de commencer les soins. Et malheureusement, quand c'est trop tard, parfois, les gens sont irrécupérables. Parce qu'ils boivent des décoctions qui amènent des complications au niveau rénal et aggravent la maladie. Alors, à l'inverse, nous avons aussi des gens qui viennent, qui se promènent dans d'autres centres de santé et n'obtiennent pas, disons, la guérison qu'ils escomptaient. Et ensuite, ils viennent chez nous. Et quand on le maintient un peu sous surveillance, histoire de voir l'évolution du traitement qu'on leur administre, etc., ils se disent, bon, si ça prend autant de temps, c'est parce que ce n'est pas une maladie, disons, à soigner en milieu hospitalier. Et ils demandent à sortir de l'hôpital. Et à ce moment-là, malgré les conseils qu'on leur donne, en leur précisant qu'ils vont, disons, faire perdre la vie aux malades, ils insistent et à ce moment-là, nous leur demandons de nous signer une sortie contre avis médical. Mais on sait bien que, au fait, ce type de maladie-là ne peut pas être guéri par les herboristes et autres. Donc on ne peut pas parler de collaboration, disons, en termes
immédiat. Donc ça se fait, mais c'est les parents qui choisissent d'aller d'abord à un endroit ou à l'autre. Vous essayez évidemment de maintenir des soins de qualité. Est-ce qu'on trouve dans votre contexte au Togo le matériel, le personnel qualifié pour maintenir des soins de qualité? Il y a le personnel. La difficulté, c'est de pouvoir les maintenir dans les milieux ruraux. Nous avons par exemple une école de médecine au Togo qui forme des médecins, des chirurgiens et puis des auxiliaires médicaux, etc. Mais pour motiver les gens à venir travailler dans les milieux ruraux, excentrés, c'est un peu difficile parce qu'ils préfèrent généralement travailler dans les villes où il y a beaucoup plus de possibilités financières pour eux. Et si nous devons normalement attirer quelqu'un vers nous, c'est qu'il faut vraiment mettre les moyens financiers qu'ils exigent à leur disposition pour qu'ils viennent travailler et se retrouver à peu près au même niveau que ceux qui sont restés en ville. Donc il y a une manière de compenser un peu le déplacement de la ville vers les hôpitaux qui sont un peu dans les villages et même dans les coins très excentrés du pays. Vous-même, vous êtes le directeur de l'hôpital, vous êtes aussi pasteur. Donc, en Afrique, le rôle du pasteur de l'Église ne se limite pas seulement au culte? Mais non. Je crois que la présence même de l'Église dans ce milieu-là est une porte ouverte. Hein? C'est l'Église plutôt qui va vers les gens et non l'Église qui attend que les gens viennent vers elle. Alors, la présence de l'Église dans ce milieu est un signe du témoignage de l'Église. Et en tant que pasteur, en procédant, en vivant dans ce milieu, en tant que responsable de cette Église aujourd'hui, pour moi, ce n'est qu'une manière de poursuivre l'action de l'Église dans ce milieu où nous avons beaucoup de difficultés, mais disons que l'Église essaie ainsi d'apporter l'Évangile sur le plan social, sur le plan de la prise en charge des cas de maladie, etc., pour témoigner de l'Évangile. Vous savez que Jésus-Christ a fait de même, en soignant, en témoignant du royaume, de ce que le Père lui a demandé de faire. Il a ainsi guéri des malades. Et je crois que l'action de l'Église dans ce milieu se situe tout à fait dans ce cadre-là. On peut citer Matthieu 25, par exemple. Alors c'est dans ce cadre-là, enfin Matthieu 25. Bon, je suis à l'hôpital, vous êtes venu me voir, je suis en prison, etc. Ceux qui ont fait ça, à ces gens-là, c'est à moi qui l'ont fait, etc. Jésus a dit dans cette parabole. Et pour ce travail, vous êtes soutenu par le DM Échange et Mission, notamment par l'envoi de personnel qualifié. Est-ce que cette collaboration est encore nécessaire aujourd'hui, ou bien est-ce qu'elle maintient une relation nord-sud, disons, d'inégalité? Mais non, moi je ne vois pas les choses dans ce sens-là. La présence et le soutien du DM, pour moi, ça rentre dans le cadre de l'Église universelle qui se manifeste ici ou là-bas en même temps. Et donc, le personnel que le DM envoie en support, par exemple, à l'action qui se mène dans cet hôpital, permet de donner une visibilité de l'Église universelle. Ensuite, de permettre aux fidèles de l'Église sur place que leur Église appartient donc à une entité beaucoup plus large que ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et donc, nous sommes dans une même famille chrétienne. Pourquoi pas envoyer un membre de nos églises pour venir travailler ici dans l'église ou dans une structure européenne. D'ailleurs, on voit, il y a des cas, on peut les citer. Cela se fait. Ouais. Merci, pasteur Anani. C'est moi qui vous remercie. Et avant de poursuivre, je vous invite à découvrir un autre projet au Togo, c'est le Centre médico-social à Kativou. Géré depuis 35 ans par l'Église évangélique presbytérienne du Togo, le Centre médico-social de Kativou jouit d'une excellente réputation. Et pourtant, avec l'appauvrissement de la région, une nouvelle politique gouvernementale et la fin d'un partenariat allemand, la situation est devenue critique. Aujourd'hui, sans électricité et avec un personnel réduit, le centre médical ne peut plus faire face aux urgences. Je suis moi l'assistant médical, le responsable. Il y a un autre assistant médical, c'est lui qui s'occupe de la vaccination. Il y a la coucheuse, et il y a le gérant en pharmacie et le gardien.
Donc on est 5. Notre vaccination aujourd'hui s'est basée sur la vaccination des nouveau-nés. Ça se fait gratuitement et les vaccins, on nous offre ça de l'hôpital, notre district. Comme on manque d'électricité, on a des problèmes à conserver nos vaccins. On avait soupçonné une infection et le paludisme. On avait commencé le traitement, barre de quinine et des antibiotiques. C'est elle-même qui est malade. On avait reçu dans un état vraiment critique. On était venu avec des céphalées. La température était à 40. Et actuellement, il y a un peu de satisfaction. Les 3 premières causes de consultation sont le paludisme, l'anémie et parasitose digestive. Et ça frappe surtout les enfants. Les mamans ne viennent pas très tôt à l'hôpital. Quand tu leur poses des questions, elles évoquent le problème financier, qu'elles n'ont pas d'argent. Donc elles préfèrent aller chez les vendeurs ambulants, prendre des médicaments ou bien prendre des infusions. Mais ça, quand ça devient compliqué, c'est en ce moment-là qu'ils débarquent. Bertrand Cartier, vous êtes responsable de communication à DM Échange Mission. On l'a vu, au centre médico-social de Kativou, on manque de tout. C'est donc un projet important pour DM Échange Mission. Oui, c'est un projet important pour DM Échange Mission et surtout pour l'Église presbytérienne, qui est notre partenaire sur place. Le centre de Kativou existe depuis déjà plusieurs années, mais il a été presque abandonné par les difficultés de la dictature, par la difficulté économique. Et puis l'Église a souhaité le remettre sur pied parce que c'est important dans cette région. Il n'y a pas vraiment d'autres structures pour cette population. Et DM Échange Mission, avec cette Église, a choisi de démarrer ce programme de réhabilitation de ce centre. On se lance maintenant, c'est un programme pour 3 ans au minimum. Et c'est bien parce qu'on est au début qu'il n'y a rien sur place et on va essayer, en partenariat avec cette Église, de remettre sur pied les activités de ce centre pour la population du lieu. Un projet typique pour DM Échange Mission? Alors DM Échange Mission est un généraliste en fait. On travaille avec des églises partout dans le monde et ces églises sont engagées de diverses manières dans des projets sociaux, des projets de santé, des projets médicaux, des projets d'enseignement, d'éducation. Et nous, on essaye depuis ici de les appuyer dans ces différents projets. Ce qui fait qu'on a des implications un petit peu différenciées selon les pays ou avec les partenaires avec lesquels on travaille. Comment vous les choisissez, ces partenaires? Alors, ces partenaires ne sont pas vraiment choisis au départ, c'est des relations de longue date souvent avec des églises qui sont elles-mêmes issues de la mission, donc du travail des missionnaires suisses ou d'ailleurs. Et ces églises sont devenues indépendantes dans les années 60, 70. Et puis, depuis ces années-là, nous avons choisi de rester en partenariat, de rester en relation, parce que c'est important de se connaître et de travailler ensemble. Et c'est dans le cadre de ces relations-là, qu'avec les églises, nous choisissons des programmes ou des projets à travailler ensemble. Des projets de santé, des projets d'éducation. Chez nous, c'est l'État qui s'occupe de ces domaines. Est-ce que c'est légitime que l'Église se substitue à l'État? Alors l'idée, ce n'est pas que l'Église se substitue à l'État, c'est que l'Église s'engage là où l'État n'arrive